L'information, elle est devenue fluide. Les gens, souvent, n'ont pas compris ce que Internet avait changé au monde, et notamment parce qu'on vit avec Internet et on a beaucoup de mal à se souvenir à quoi ressemblait le monde avant qu'Internet existe. Et ben, avant qu'Internet existe, quand on voulait se renseigner sur un sujet, quand on voulait savoir ce qu'une entreprise à l'autre bout du monde faisait, c'était très très dur. Aujourd'hui, si vous voulez savoir ce qu'une boîte américaine ou chinoise ou je ne sais pas quoi fait, vous pouvez utiliser Internet. D'ailleurs, ça atteint des sommets. Nous, on a des boîtes dans The Family qui payent des gens à travers le monde pour aller faire des screenshots des produits privés de leurs concurrents. Et ils vont sur des plateformes genre Amazon Mechanical Turk ou je ne sais pas quoi. Et ils trouvent des gens pour 10 $, 15 $ qui leur font tous les screenshots des produits concurrents pour qu'ils puissent comparer, copier, etc. Donc, Internet a commoditisé les idées, c'est-à-dire que ça a rendu quelque chose qui n'était pas fluide, rare et qui avait de la valeur en quelque chose que n'importe qui peut prendre, que n'importe qui peut trouver, et que tout ce qui est fluide et commun, eh ben, tout simplement perd en valeur. C'est simple offre et demande. Aujourd'hui, les idées ne font plus la différence. Vous ne pouvez pas réellement impressionner quelqu'un avec une idée. D'ailleurs, un des trucs très choquants que moi j'ai dans ma vie professionnelle, c'est de feinter l'enthousiasme quand les entrepreneurs viennent. Parce que quand les entrepreneurs viennent, ils vous présentent leur idée. C'est un peu comme les enfants quand ils vous montrent un dessin. Même si c'est le millième dessin d'enfant que vous voyez, vous avez envie de dire « Oh, c'est mignon !» Parce que si vous commencez à dire aux gosses « Ça va, je suis maîtresse, ça fait 30 ans qu'on m'en montre des dessins, petit mioche, ton dessin il est aussi pourri que les autres », c'est pas la bonne ambiance en tant que maîtresse. Parce que chaque enfant se sent unique. Et bien de la même façon, chaque entrepreneur se sent un peu unique avec son idée et pense que son idée est incroyable. Et nous, on a un phénomène, un biais un peu bizarre, c'est que c'est très, très rare, je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein, mais c'est très, très rare qu'on se fasse pitcher une idée qu'on n'a pas déjà vue ailleurs. Parce que forcément, nous, on passe nos journées à faire trois choses. On passe nos journées à rencontrer des gens qui ont des idées. On passe nos journées à parler à des investisseurs qui ont vu des idées à travers le monde. Et on passe nos journées à benchmarker les idées sur 5 continents. Résultat, la probabilité qu'un jour vous ayez une idée que personne d'autre n'ait eue, elle est très faible. D'ailleurs, il y a un écrivain argentin que j'adore qui s'appelle Borges, qui a écrit un livre qui explique que tous les livres ont déjà été écrits et qu'en fait, chaque livre qu'on écrit n'est qu'une combinaison aléatoire de lettres dans un univers donné. C'est-à-dire que si vous avez 26 lettres dans l'alphabet et que vous générez de façon aléatoire des lettres, vous finiriez par réécrire tous les livres qui existent dans le monde. Parce que tout simplement, un livre n'est que la combinaison de lettres et d'espaces random, et donc tous les livres existent déjà mathématiquement. Tous les livres qui peuvent être écrits, tous les livres qui seront écrits, tous les livres qui ont été écrits existent déjà. Et ben c'est la même chose avec les startups. Toutes les idées que vous pouvez avoir, toutes les idées que les gens ont eues, toutes les idées qui peuvent exister, en quelque sorte existent déjà. Et en fait, le rôle d'un entrepreneur, c'est pas d'avoir une idée, c'est de rendre cette idée concrète et réelle. Donc la valeur, c'est l'exécution. La valeur, c'est comment on transforme quelque chose qui est un simple projet, un simple souhait, un simple désir, en quelque chose qui est concret, réel et qui fonctionne. Et ce travail de rendre les choses concrètes, c'est un peu comme le geste artistique. C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes dans l'entrepreneuriat vis-à-vis des idées. La première chose, c'est que les idées, en anglais ça marche mieux, idea are bitch, parce que forcément, ce que vous imaginez n'est jamais ce que vous voyez. Donc il y a une espèce de distorsion terrible entre ce qui se passe dans votre tête et ce qui devient concret. Et d'ailleurs, c'est pour ça un truc très contre-intuitif que les entrepreneurs ne comprennent pas. C'est beaucoup plus simple d'exciter les gens sur quelque chose qui n'existe pas que quelque chose qui existe. Parce que qu'est-ce qui se passe quand quelque chose existe? Ça ne ressemble jamais à ce que les gens imaginent. À The Family, on a une blague, on appelle ça Minority Effect. C'est le fait que Minority Report Effect, c'est le fait que c'est comme dans le film Minority Report, vous savez, cette interface avec les doigts incroyables où il zoome, il fait des trucs comme ça, genre de truc qui n'existera jamais dans une interface parce que ça sert à rien.
D'abord, personne n'est aussi beau que Tom Cruise, déjà. Donc vous, devant cette interface, vous auriez l'air beaucoup moins cool et beaucoup moins classe. Mais deuxièmement, en fait, ça sert à rien. Aucune interface n'a besoin d'autant d'effets. C'est marrant 3 jours, mais au bout de 3 semaines, c'est très chiant. Et le problème, c'est que quand vous décrivez votre idée à quelqu'un, les gens ont une sorte de Minority Report Effect. Vous dites, je vais faire une plateforme qui fait ABC, et le type imagine un vaisseau spatial. Puis vous revenez 4 semaines après avec votre MVP, et là, le mec, il regarde, il fait ah ouais, ouais, j'imaginais pas ça comme ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, fabriquer une start-up, c'est un peu comme traverser un radeau, la Manche sur un radeau. Si vous allez et que vous dites à vos potes, je vais traverser la Manche sur un radeau, ou pire, l'Atlantique sur un radeau, si vous voulez faire une grosse boîte, il y a un phénomène un peu bizarre, c'est que vous êtes un héros le jour où vous l'annoncez. Donc imaginez, vous êtes fièrement sur la plage avec votre radeau, les gens viennent, prennent des photos, vous vous dites, voilà, moi je vais traverser, tout le monde passe et dit, waouh, il va traverser, il va être sur ce radeau, ce truc-là, waouh, c'est incroyable. Et puis quand vous êtes de l'autre côté et que vous avez traversé l'eau, vous êtes de fait un héros, vous êtes passé de l'autre côté. Mais quand vous êtes au milieu de l'eau, en train de pagayer, de galérer, qu'il fait froid, qu'il y a des vagues de 5 mètres, et que les mecs passent sur leur yacht et disent, vas-y, arrête de te faire du mal, monte et prends un CDI comme tout le monde, forcément, vous avez l'air bizarre. Vous avez forcément... Il y a toujours un moment où vous serez très seul et vous ne pouvez chercher que les ressources au fond de vous. Il n'y a personne qui peut vous aider dans ce moment-là. Il n'y a pas grand monde qui, à ce moment-là, peut comprendre ce que vous faites. Et pourquoi? Parce que les gens se sont arrêtés sur cette idée qu'est la traversée. L'idée de la traversée est beaucoup plus romantique que la traversée elle-même. Et c'est vrai dans plein de domaines. L'idée de la danse est plus romantique que l'entraînement qu'il faut pour danser. L'idée de la plupart des sports est beaucoup plus romantique que l'idée que le sport réel. Et parce que tout le monde a un storytelling et tout le monde cache les efforts qu'ils font lorsque personne ne les regarde. Un entrepreneur, il vient et dit, voilà, j'ai bâti ça dans la soirée. C'est un peu la blague de Mark Zuckerberg dans sa première interview quand il a lancé Facebook. Il a dit, voilà, l'université, ça fait 3 ans qu'ils en parlent. Moi, j'ai codé ça en 15 jours. Bon, bah, pour la petite histoire, il a passé 6 mois, nuit et jour à coder le truc. Mais si vous dites, j'ai passé 6 mois, nuit et jour, j'ai galéré, j'en peux plus, c'est quand même beaucoup moins, en termes de gestes et d'attrait, beaucoup moins sympa que dire, voilà, j'avais 15 jours de libre, j'ai fait ce petit truc. Et évidemment, ce storytelling, ensuite, il va distordre les gens qui veulent démarrer. Parce que les gens se disent, ah, mais si je ne le fais pas en 15 jours, Mark Zuckerberg l'a fait en 15 jours, si moi je ne le fais pas en 15 jours, alors je suis nul, alors je ne suis pas à la hauteur. Et le deuxième problème avec les idées, c'est que les idées, ça n'existe pas. Je m'explique. Le problème des idées, c'est que l'idée qu'on s'en fait est beaucoup plus floue que l'idée concrète qu'on en tire, qui elle-même est différente de la façon dont les gens le perçoivent et se l'approprient. Et alors, il y a un phénomène tout bête pour comprendre ça, ça s'appelle la réceptivité du lecteur. C'est la façon dont vous allez comprendre un livre alors que les mots sont exactement les mêmes. Faisons une petite expérience mentale. Imaginons que je vous donne tous le même livre, je vous donne tous le même temps, et je vous dis de lire ce livre. Et ensuite, je vous pose 5 questions sur le livre. Quelle est la probabilité que vous donniez toutes la même réponse? Elle est de 0. Pourtant, c'est le même livre, pourtant, c'est les mêmes conditions, pourtant, vous avez le même temps. Pourquoi? Parce qu'on est des machines à perception. Il y a des choses, par exemple, une anecdote que j'adore, un jour, j'ai une amie qui me passe un livre, elle me dit, tu verras, c'est la plus belle scène romantique que j'ai jamais lue de ma vie. J'ai vraiment hâte que tu lises ce truc, c'est incroyable, ça m'a exalté, etc. Et la phrase, c'était « et il la culbute sous un cerisier ». Je lis ça, je dis mais elle est complètement folle. Et donc je lui fais relire la phrase, je lui dis mais c'est ça ta scène? Elle dit non, non, c'est pas ça. Et en fait, elle est partie dans son monde intérieur, quoi. Enfin, elle a inventé un livre qui n'existe pas. Et on passe notre temps, en fait, à inventer des choses qui n'existent pas. Quand les gens disent bah, c'est factuel, il suffit de lire, etc., c'est parce qu'en fait, les gens sont malhonnêtes par rapport à leur propre processus interne. Et donc, le débat des idées, si vous êtes entrepreneur et que vous vous dites mon métier, c'est de trouver une idée
Donc, je vais aller parler de l'idée. Vous allez rencontrer les 3 monstres des idées. C'est quoi les 3 monstres des idées? Le premier monstre, c'est le scepticisme. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'être sceptique qu'optimiste. Sceptique, c'est gagnant à tous les coups. Parce que si vous avez tort avec votre scepticisme, c'est pas grave, personne ne vous le reprochera. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui vient reprocher à un sceptique d'être sceptique, a posteriori? Jamais. Les sceptiques ont ce truc incroyable, c'est qu'ils ont un retour sur investissement infini, parce que s'ils ont raison, ils disent bah tu vois bien, je te l'avais dit, ça ne marchera pas. Et s'ils ont tort et que ça marche, ils feront croire que c'est grâce à leur esprit critique que vous avez fait quelque chose de mieux. Donc les sceptiques ont ce truc, cette stratégie parasitaire absolue et dominante, que quoi qu'il arrive, ils ont raison. Quoi qu'il arrive, quand vous êtes sceptique, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que de toute façon, vous trouverez toujours un angle dans lequel votre scepticisme a l'air d'être intelligent. D'ailleurs, regardez, pensez en termes d'image mentale et caricature. Quand on pense optimiste, qu'est-ce qu'on pense? On pense inconscient, béat, un peu bête, grand sourire. Comment il s'appelle cet acteur-là qui fait Yes Man? Jim Carrey. Vous voyez, on pense Jim Carrey. Il y a une espèce d'image, on a tout de suite, ouais, c'est un... Ouais, pas très malin. Alors que quand on pense sceptique, on pense quoi? Profond, intellectuel, esprit critique, incroyablement puissant. Il se laisse pas raconter des histoires, lui. Il est solide, concret, pragmatique, blablabla. Donc vous voyez, il y a déjà, en fait, vous avez déjà un premier problème, c'est que vous avez votre enthousiasme et votre idée, et vous avez tous ces gens autour de vous dont la seule intérêt, c'est de niquer votre idée. Ils n'en ont pas d'autre. De toute façon, ils ne vont jamais rien faire de leur vie. Donc, ce n'est pas comme s'ils avaient envie que qui que ce soit fasse quelque chose. Donc, vous avez ce premier problème. Ensuite, vous avez un deuxième monstre qui est aussi intéressant que le sceptique, c'est l'optimiste. Alors, l'optimiste, il est terrible. Pourquoi? Parce que les optimistes ont tendance à se fréquenter entre eux. Parce que comme ils ne peuvent pas supporter les sceptiques, ils ont tendance à se reconnaître et se trouver des raisons. Et puis, les optimistes, ils s'auto-entretiennent. L'optimisme de quelqu'un entretient l'optimisme des autres. Et quand vous mettez un groupe d'optimistes ensemble, eh ben, ils ont ce truc incroyable de croire que tout va marcher. Alors, vous allez me dire, pourquoi ce serait mal? C'est mal parce que le problème, c'est que ça vous empêche d'avoir une approche réelle par rapport à votre idée, et ça vous empêche d'affronter les problèmes concrets de votre idée. Nous, on le voit à The Family, quand les gens viennent à The Family et rentrent à The Family et se font coacher à The Family, il y a au moins la moitié des gens qui détestent l'expérience, parce que nous, on a un truc qui s'appelle l'honnêteté brutale, où en fait, on dit, c'est génial ton truc, mais j'y crois pas une seconde, et je vais te montrer en fait tout ce qui va pas. Parce qu'on pense que c'est un processus où, en étant hyper violent avec les gens, on les confronte plus rapidement à la réalité, on les fait sortir de cette bulle de pessimisme et d'optimisme, qui sont dans les deux cas des distorsions, et on les fait rentrer dans le concret et dans le travail de type bon, bah, qu'est-ce que factuellement je peux faire pour que ça marche mieux? Mais c'est un process hyper violent. C'est pas un process qui va avec bravo, c'est formidable. Et notamment, je le vois souvent dans les groupes d'entrepreneurs sur Facebook, où maintenant j'ai interdiction de participer. Je rigole. Oui, j'ai une femme qui maintenant on est au stade où si elle me voit commenter, elle vient m'engueuler. Parce que ça me rendait fou avant. Mais je me suis rendu compte que sur Internet, il fallait pas faire ça. Et en fait, ce qui se passe dans ces groupes-là, il y a toujours un mec pour venir poster un truc débile. Du genre, ouais, j'ai une idée géniale, l'électricité gratuite et illimitée pour tout le monde. Je cherche juste 3 stagiaires PhD en physique nucléaire pour le développer avec moi. Qui est in? Je sais pas, personne. Et là, vous voyez des dizaines de commentaires, et il n'y en a pas un d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a Monsieur Sceptique qui vient et qui dit « Oui, alors attention, l'énergie illimitée et gratuite, moi je pense pas que c'est possible. Bon, encore, beaucoup d'énergie pour pas cher. Je dis pas. Mais énergie illimitée et gratuite, c'est un mensonge. » Puis il y a l'optimiste, bah ça va, et Elon Musk, on lui avait dit que c'était impossible, et il a envoyé une fusée, et la fusée elle est revenue. Ah, vous regardez ça, et il n'y en a pas un pour dire au mec, va passer un diplôme en physique nucléaire, après tu parleras mon petit. Il n'y a pas un mec pour dire au mec, mais attends, concrètement, t'as fait quoi?
Qu'est-ce que concrètement tu as fait de ta vie pour croire que tu avais le droit de venir nous expliquer à quoi ressemblerait l'énergie du futur? Et là commence le troisième ennemi, c'est la malhonnêteté. Pourquoi? Parce qu'on est tous, au fond, élevés pour être gentils. Notre éducation, à titre individuel, nous prépare pas du tout au monde entrepreneurial. Rappelez-vous quand vous êtes petit. Quand vous êtes petit et que vous êtes à la maternelle, s'il y a quelqu'un qui dit un truc complètement con, vous n'avez pas le droit de lui dire que c'est complètement con. C'est pas constructif, c'est pas sympa, c'est pas empathique, c'est pas tout ce que vous voulez. Et donc, et attention, hein, Dieu merci, hein, qu'on ne vit pas dans une société entrepreneuriale tous les jours. Donc on a tous appris à être polis, à faire attention aux autres, à pas blesser les autres, etc. Ce qui pose problème en fait, parce que quand vous êtes entrepreneur, ça devient en fait quelque chose de très dangereux. Parce que quand vous demandez l'avis des gens sur votre idée, qu'ils soient sceptiques ou optimistes, de toute façon, ce sera toujours distordu par la relation sociale. Et c'est comme ça que vous finissez avec des gens qui lisent Lean Startup. Dedans, ils apprennent qu'il faut aller faire des interviews avec des gens. Ils parlent à 10 potes. Ça donne un truc du genre « Ouais, je veux faire un réseau social pour chiens. » Et les gens répondent « Ah ouais, trop cool. Bon, moi, je pense pas que mon chien en a besoin, mais ouais, je vois bien le truc. » Et boum, les mecs peuvent passer 10 ans de leur vie à faire un réseau social pour chiens dont tous les chiens de la planète se foutent. Parce qu'aucun chien veut aller sur un réseau social, c'est un chien. Enfin, s'il avait parlé à un chien, il le saurait. Mais non, il n'a pas affronté le feedback utilisateur pour de vrai. Il a simplement créé une bulle de mensonges, de distorsions, dans laquelle il s'emprisonne. Et c'est pour ça qu'en fait, les idées, c'est tellement dangereux. Les idées, comme c'est pas réel, on peut passer des années à en parler. Ce qui par contre est réel, c'est la transformation d'une idée en quelque chose de concret. Et ce processus-là, c'est le processus entrepreneurial. Et ce qui est incroyable avec ce processus, c'est que c'est un processus continu. Très bizarrement, on dit « j'ai eu une idée, j'ai fait une boîte ». C'est très bizarre. Prenons par exemple, je sais pas, moi, toutes les entreprises que j'ai construites dans ma vie, j'ai jamais eu une idée. J'ai eu 400 idées. Il y en a peut-être 300 qui ont été implémentées dans la même entreprise. Sur les 300 qui ont été implémentées, il y en avait peut-être 20 qui marchaient. Et sur les 20 qui marchaient, il y en avait peut-être une qui faisait la différence. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est jamais une idée. C'est une collection d'idées sur plein de sujets. Vous pouvez avoir des idées sur comment gérer votre marketing, vous pouvez avoir des idées sur comment gérer votre production, vous pouvez avoir des idées. Et en fait, les idées, c'est un processus continu et foisonnant. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être ouvert d'esprit. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être capable de développer des idées. Mais vous n'êtes pas à la recherche de l'idée. Parce que si vous êtes à la recherche de l'idée, la seule, l'unique, la vraie, c'est catastrophique. Ça ne fonctionne pas. Alors, la question c'est, ok, très bien, j'ai compris, l'exécution c'est hyper important, l'exécution c'est ce qui fait la différence, mais comment je trouve la première idée sur laquelle démarrer? Comment je passe cette première marche tellement paralysante? Alors, je pense que après 5 ans à The Family à regarder les entrepreneurs et 3 ans ou 4 ans à faire des conférences coup d'État, j'ai compris quelques petits schémas. Alors, bénis soient les entrepreneurs qui ont une vocation. Bénis soient les entrepreneurs qui ont une vocation, parce que avoir une vocation, c'est rare. C'est pas donné à tout le monde. Et bizarrement, il y a des gens qui se rendent pas compte qu'ils ont une vocation. Nous, on le voit très souvent avec des entrepreneurs. Ils viennent, ils vous pitchent un truc complètement nul. Puis vous commencez à parler de leur vie et vous découvrez qu'ils sont passionnés d'un sujet. Vous leur dites, mais attends, pourquoi tu fais pas plutôt une boîte là-dessus? Parce que tu as l'air d'être très compétent sur le sujet. Et ils vont répondre un truc du genre, ah non, mais ça c'est juste un hobby. Alors, laissez-moi vous dire ce petit secret. Les hobbies, c'est hyper puissant. Je pense que la première grande source d'idées, c'est les hobbies. Avant de trouver une idée d'entreprise, trouvez un hobby. Les hobbies, c'est un truc de malade. À peu près tous les hobbies deviennent des espèces de géants et d'entreprises extraordinaires et des empires. Pourquoi? Parce que les hobbies, c'est fait sans aucune arrière-pensée. Et c'est un moment où on apprend beaucoup. Les gens qui ont des hobbies sont des gens très chiants parce qu'ils ont une obsession dans la vie, ils font que ça. Et donc, ils développent des expertises qui sont quasi ésotériques dans leur domaine, qu'on ne peut pas développer autrement qu'avec ce niveau de passion.
Donc si vous avez la chance d'avoir un hobby, faites confiance à votre hobby. Vous verrez, tout hobby, et j'affirme ça avec beaucoup de force, peuvent devenir un business. Même les hobbies les plus dingues. On en a un qui était passionné de collection de bouchons, je sais pas quoi. Ouais, ce genre de truc. Et ben, il nous a fait une super plateforme d'échange de collectionneurs. Il n'y a pas un truc, en fait, qui ne peut pas se transformer en gros business. Si vous avez la chance d'avoir quelque chose qui anime votre vie, vous avez gagné. Et c'est facile à comprendre. Si vous vous dites que vous faites une boîte pour réussir une boîte, ben vous avez le problème que si la boîte échoue, vous allez être très malheureux, vous allez être très down. Alors que quand vous avez un hobby, tout n'est que de l'upside. Puisque chaque jour que vous passez à faire votre hobby n'est finalement qu'un jour de plus où le voyage est intéressant. Ça marche pas à la fin, pas très grave. Vous pouvez parler de bouchons toute la journée. Et vous adorez les bouchons. Ou vous adorez les timbres, ou vous adorez la crypto, ou vous adorez machin. Et d'ailleurs, pourquoi la plupart des grandes technologies commencent toujours par des hobbies? Parce que la plupart des grandes technologies sont inventées par des gens qui n'ont aucune idée de leur application commerciale. Le dernier grand en date, c'est les cryptos. Si vous prenez les gens qui faisaient des cryptos il y a 8 ans, 7 ans, 6 ans, c'est pas des gens qui pensaient qu'ils allaient devenir richissimes. C'est simplement des gens, soit qui voulaient détruire l'État, soit qui étaient des anarchistes passionnés, soit des espèces de gros geeks qui trouvaient ça incroyable de distribuer de l'information, etc. Les capitalistes, ils sont arrivés dans les cryptos il y a peut-être 2 ans. Ça a mis énormément de temps. Mais sauf que qu'est-ce qui se passe? Quand les capitalistes arrivent, ils n'ont pas d'autre choix que de faire confiance aux gens dont c'est le hobby. Parce que ça fait 5 ans qu'ils réfléchissent à la blockchain, ça fait 6 ans qu'ils réfléchissent à la décentralisation. Et en fait, sur un truc exponentiel comme ça, c'est énormément d'avance. L'informatique personnelle, quand vous regardez les histoires de Steve Jobs et Steve Wozniak et les grandes légendes Bill Gates, etc., ces gens-là, ils allaient dans des clubs amateurs d'informatique et le premier Mac a jamais été présenté pour être une entreprise. Le premier Mac a été présenté en disant « Regardez, on a construit ça dans notre garage, vous en pensez quoi ?» Et tout le monde a dit « J'en veux un, j'en veux un ». Et ils en ont vendu 10, puis ils en ont vendu 100, puis ils en ont vendu 1000. Puis là, ils se sont dit « Peut-être qu'il faudrait faire une usine », etc., etc. Mais ça, c'est le parcours le plus organique de l'entrepreneuriat et qui est fondé sur une passion. C'est pas le seul chemin. Tout le monde n'a pas un hobby. Le deuxième chemin, c'est le chemin pragmatique. Alors, je vais vous donner un conseil. Dans la vie, quand on n'a pas de passion, il y a un truc qui fait qu'il y a un très beau moteur, c'est l'argent. L'argent, c'est un truc génial parce que c'est neutre, universel, accepté partout. Il n'y a pas une société dans le monde qui n'a pas d'argent, pas une. C'est la fiction la plus universelle sur Terre. Aucune religion sur le monde a ce niveau de monopole. L'argent est aux idées ce que Windows était au système d'exploitation, quoi. C'était le truc réellement monopolistique. D'ailleurs, même, vous savez, les sociétés de troc où les gens s'échangent des trucs en disant à bas l'argent, je t'échange 3 poulets contre machin, et finissent tous par créer leur propre monnaie locale. C'est délirant. Bon, ils sont pas dans le système monétaire financier international, mais ils se rendent bien compte qu'en fait, les mecs qui ont créé l'argent n'étaient pas trop cons.